Bonjour, je vais enregistrer une vidéo pour effectuer la correction, ou en tout cas donner des pistes de corriger du cours de master première année qui devait avoir lieu mercredi dernier. Je vous ai écrit vendredi pour vous parler un petit peu de la manière dont on va modifier l'évaluation pour ce cours. Puis je vous avais dit que je corrigerais vos devoirs. Vous m'avez tous et toutes rendu le travail complet, donc c'est très bien. Mais alors du coup, c'est vrai que j'ai eu un week-end où j'ai eu un peu de mal à me remotiver, donc je ne vous cacherai pas que j'ai pas foutu grand chose ce week-end. C'est peut-être aussi pour vous décomplexer. Si certains jours vous n'avez pas envie de vous y mettre, eh bien ça arrive à tout le monde. Et moi ce week-end j'ai un peu travaillé, mais pas beaucoup, et j'ai pas travaillé pour vous, en tout cas ça c'est sûr. Alors on va reprendre un petit peu le travail. Donc je vous avais donné à lire un article de 1900... qu'est-ce que je raconte? Un article de 2014 qui s'intitule Antonio's Happy Ending Queer Closure in All Male 12th Night, dont l'auteur est Chad Allen Thomas, et c'est un article extrait d'une revue de spécialité Comparative Drama publié à l'automne 2014. Donc tout ça avait été retrouvé notamment sur Journal Storage, sur la base de données, base de données extrêmement riche pour les articles de littérature et de sciences humaines de langue anglaise, JSTOR. Bien, dans cet article, je vous avais donné, dans le cadre bien sûr du travail que nous faisons ensemble, un passage à traduire, un paragraphe vers le début à traduire. Je n'ai pas encore fait la traduction, donc vous voyez, je n'ai pas corrigé vos copies, mais je n'ai pas fait au sens strict la traduction, donc je vais l'improviser avec vous en quelque sorte, ou en vous imaginant face à moi. C'est un peu à ça que servent ces vidéos. Et puis il y avait deux autres points qui étaient à discuter ou à traduire. C'était la traduction d'une citation de Northrop Frye qui est incluse dans le texte, dans l'article, et puis aussi la traduction d'un passage, d'une seule phrase, dans laquelle un extrait de la pièce de Shakespeare, Twelfth Night, La Nuit des Rois, est cité. Donc je vais commencer en fait par ces questions 2 et 3, et même je vais prendre des questions à l'envers, ça ne vous surprendra pas, j'ai un peu tendance à tout faire dans n'importe comment. Donc je ne vais pas vous décevoir, et donc on va commencer par réfléchir à la question numéro 3. Donc il y avait cette phrase tirée de l'article qui décrit ce que fait un acteur dans une représentation de La Nuit des Rois. Placing a lily behind his ear, Williams speaks Viola's first line, quote, "What country, friends, is this?" unquote. Et donc, bien sûr, cela vient, il fallait revenir sur le contexte, mais cela vient à la fin d'un paragraphe dans lequel l'auteur de l'article décrit une représentation, une production, comme on dit parfois avec un anglicisme en fait, en français, de La Nuit des Rois. Et Williams ici c'est bien entendu un acteur, il y a le his, bien sûr, behind his ear, et donc toute l'idée vient, toute la difficulté aussi peut venir du fait qu'il s'agit bien sûr d'un acteur, Tamlin Williams en l'occurrence, et donc qui joue le rôle de Viola. Et la difficulté ici n'était pas ça, la difficulté c'était bien entendu, la plupart d'entre vous, j'ai pas corrigé, mais j'ai lu une première fois sans les corriger vos différentes contributions. La plupart d'entre vous ont vu que le problème c'était comment traduire un vers de Shakespeare. Est-ce qu'on va simplement le traduire sans faire trop attention, ou est-ce qu'il faut aller chercher une traduction donnée? Donc ici il y avait bien sûr la première réplique de Viola, tout en se plaçant un lys derrière l'oreille, ce qui est un peu curieux d'ailleurs, parce qu'un lys, je ne sais pas très bien comment on se met un lys derrière l'oreille, parce que c'est peut-être un lys miniature. Moi, ça m'a posé, d'un point de vue référentiel, ça m'a gêné, ce placing a lily behind his ear. Est-ce que c'est vraiment un lys? Je ne sais pas si là, l'auteur de l'article ne se trompe pas de fleur, c'est un peu curieux. Bon. Ou alors c'est juste le bouton du lys et la tige est très courte. Bon. Tout en se plaçant un lys derrière l'oreille, Tam Williams, prononce la première réplique de Viola, et donc, what country, friends, is this? Et normalement, en traduction universitaire, c'est ce qu'on essaie de voir dans ce cours de master, qui est quand même pas un cours de traduction lambda, il faut quand même essayer de trouver une traduction certifiée, une traduction publiée, vous n'allez pas de vous-même traduire Shakespeare. Alors là, bien sûr, j'avais été gentil avec vous, j'avais choisi un passage dans lequel la citation de Shakespeare est relativement facile à traduire de toute façon, mais c'était pour vous rappeler que normalement, si vous traduisiez un article universitaire comme celui-ci et qu'il y a dedans des citations d'autres livres, il faut normalement aller chercher là ou dans le cas de Shakespeare, une des traductions dues à quelqu'un d'autre, un traducteur connu, reconnu, plus reconnu que vous et moi, en tout cas de Shakespeare. Et on en a pas mal.
Si vous avez accès à NBU, ce qui n'est pas le cas en ce moment, si vous avez des traductions de Shakespeare dans votre bibliothèque, ce qui n'est peut-être pas le cas, ce qui est mon cas, mais ce qui n'est pas forcément le vôtre, il y a quand même des ressources, bien sûr, sur le web. Vous avez sur Wikisource la traduction de Guizot, qui date de 1862, vous avez la traduction de Montaigu, qui date de 1867. Si vous cherchez, vous trouverez aussi la traduction de François-Victor Hugo. Et on pouvait trouver, d'ailleurs l'une d'entre vous l'a trouvé, la traduction de Jean-Michel Desprats aux éditions théâtrales, en trichant un petit peu, enfin il se trouve qu'elle est téléchargée, au mépris d'ailleurs du droit d'auteur, sur le web. On peut aussi trouver par Google Books une traduction due à Ariane Mnouchkine, et qui date de 1982. Donc on avait, sans aller en bibliothèque, 5 traductions possibles qu'on trouvait assez facilement sur le web, et voilà, je vous les donne. Amis, quel est ce pays? Guizot, Hugo et Desprats. Quelle est cette contrée, mes amis? Montaigu. Amis, quelle est cette contrée? Mnouchkine. Peu importe celle que vous choisissez, mais si vous choisissez une de ces traductions, eh bien, il est important de vous autoriser ou de certifier votre citation en rappelant qu'il s'agit justement d'une traduction publiée, que ce n'est pas vous qui traduisez ainsi. Donc c'était le problème qui était sous-jacent à cette question. Donc question 3, je continue à faire à l'envers. La question 2, eh bien en fait c'est pour ça que j'ai commencé par la question 3. La question 2 c'était le même problème, puisque je vous demandais de traduire une citation de Northrop Frye, et il se trouve que Northrop Frye c'est un critique très connu et très reconnu, et notamment ici, le livre qui est cité, je vous avais donné l'ensemble de l'article. La citation de Northrop Frye se termine par un appel de note numéro 7. Il faut aller en fin de document, puisque selon, on va dire, une norme assez répandue dans le monde anglophone, il ne s'agit pas de note de bas de page, mais d'une note de fin d'article, de fin de document. Vous alliez chercher la note, appel de note 7, Northrop Frye, Anatomy of Criticism for Essays, Princeton University Press 1957, page 163. Et là, bien sûr, même problème que pour Shakespeare, mais plus embêtant, parce que la citation est plus longue, et qu'elle est plus difficile à traduire aussi. Le principal problème consiste à retrouver, si possible, le texte français de la traduction publiée de ce livre très connu de Frye. Le livre a été traduit, Anatomie de la critique. Problème, là on est en confinement, on n'a pas accès à la BU. Pas d'e-book via le service commun de documentation, pas d'édition en ligne, on n'a pas d'aperçu, même partiel, à moins que je ne me sois trompé, dans Google Books, qui peut être parfois une solution de dépannage, parce que Google Books donne très rarement des textes intégraux, même quand il donne un aperçu, c'est souvent au mépris du droit d'auteur, mais enfin, quand on n'a pas d'autre solution sous la main, on a le droit d'utiliser Google Books. Donc ici, rien trouvé, je suis comme vous, donc pas d'autre solution si on n'a pas dans sa propre bibliothèque la traduction française de Anatomy of Criticism, Anatomie de la critique, que de proposer une traduction inédite. Ce qui compte par rapport à ce que j'essaie de vous apprendre dans ce cours, c'est ce que vous devez faire si vous traduisez cet article. Si vous utilisez cette si vous utilisez cette citation de Northrop Frye à l'intérieur de cet article en anglais, mais que vous mettez tout en français, il faut soit aller chercher la traduction publié de Northrop Frye et du coup le signaler en note. Voilà, Anatomie de la critique, tel éditeur, telle année, page, comme on le fait d'habitude. Soit proposer une traduction inédite et expliquer pourquoi, ou le dire en tout cas, traduction originale, traduction inédite. Donc vous prétendez pas que c'est dans le livre Anatomie de la critique. Si vous le traduisez vous-même, surtout, ne donnez pas en référence Anatomie de la critique, tel éditeur, telle année, etc. Parce que c'est pas vrai. Okay, donc là, c'est un peu ce qu'on était obligé de faire. Donc je vais improviser une traduction. J'espère que je ne vais pas trop me ridiculiser. The movement of comedy is usually a movement from one kind of society to another. Le mouvement de la comédie, ou le système peut-être, je ne sais pas, là, le ressort peut-être. Le ressort de la comédie consiste à aller d'un type de société à un autre type de société. Moi, j'étofferai ici parce que d'un type de société à un autre, c'est ambigu en français et contrairement à ce qu'on dit parfois, ici c'est la langue française qui va répéter, alors que la langue anglaise implique. Donc consiste à aller d'un type de société à un autre. Vous remarquez qu'en revanche, il répète movement 2 fois, et moi je vous propose de le traduire par ressort, par un autre nom, et par aller, par un verbe. Bon. At the beginning of the play, the obstructing characters are in charge of the play's society.
ça va se compliquer. At the beginning of the play, au début de la pièce, the obstructing characters, alors les personnages obstacles, ou les personnages qui font obstacle, attention, pas d'obstruction, hein. Obstruction, ça ne fonctionne pas en tant que notion abstraite en français. Hein. Les personnages qui font obstacle, peut-être que si on le traduit en faisant allusion à la théorie d'Anne Hubbersfeld sur le théâtre, on pourrait parler, elle a parlé des adjuvants et des opposants. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette conceptualisation, hein. Ça a été un livre très important, hein, dans les années 70, à Anne Hubbersfeld, Lire le théâtre. Donc les opposants, peut-être, les personnages opposants, ou les personnages qui font obstacle, sont à la tête, hein, sont responsables, in charge of, éviter le en charge de. En charge de, tout le monde dit ça, mais ça reste quand même un mauvais anglicisme, un calque de l'anglais. Sont chargés d'eux, ou sont responsables de la société représentée dans la pièce, and the audience recognizes that they are usurpers. Et le public comprend, peut-être, qu'il s'agit d'usurpateurs. At the end of the play, et attention, usurp, usurpers, usurper, usurpateur en français. Hein. At the end of the play, à la fin de la pièce, the device in the plot that brings hero and error in together, alors comment on dira, the device in the plot, les éléments de l'intrigue peut-être, les éléments de l'intrigue qui rassemblent ou qui unissent peut-être, oui plutôt bring together, qui unissent le héros et l'héroïne, causes a new society to crystallize around the hero, ont pour conséquence de cristalliser, peut-être là on peut le garder, de cristalliser une nouvelle société autour du héros. And the moment when this crystallization occurs, et le moment où se produit cette cristallisation, is the point of resolution in the action, correspond aussi à alors est-ce qu'on dit la résolution de l'action? Je ne suis pas sûr, la résolution. Bon, j'ai un petit doute ici. Pour l'instant, on va le garder comme ça. Voilà, donc là, évidemment, à remettre par écrit, au propre, etc. Mais si j'utilise cette traduction, une fois que je l'ai mise au propre, je mettrai bien sûr Anatomy of Criticism en note, la référence à l'édition américaine et en mettant traduction inédite. En anglais, on trouve souvent our translation ou my translation, translation mine. C'est un peu comme pour les italiques, vous avez parfois emphasis mine, italics mine. En français, on ne dira pas mes italiques, on dira italique ajouté, par exemple. Ça, c'est quand vous ajoutez des italiques à une citation. Bien, on en vient au premier point, et là encore, je vais improviser à nouveau ma traduction. C'est le fameux paragraphe que je vais relire du coup. More recently, however, a return to the practice of cross-gender casting in Shakespeare has taken place, challenging our modern sensibilities, especially in regard to staging erotic possibilities, sexual identity, and gender fluidity. As I argue elsewhere, this movement began in the 1970s at the Citizens Theatre in Glasgow, CITS, which reintroduced cross-gender casting as one of several radical aesthetics of performance in an all-male production of Hamlet, Giles Abigail, 1970. Throughout the 1970s, the CITS represented many cross-gender cast productions of Shakespeare's plays which, I argue elsewhere, were performed frequently within the context of the gay liberation movement. A few years later, in 1991, Declan Donnellan's company Cheek by Jowl presented an all-male As You Like It that shared in the CIT's interest in gay male culture, but approached cross-gender performance in an entirely different way, as performative certainly, but lacking the glamour and flamboyance of the CITs. Par parenthèse, je vais raconter ma vie, je ne le fais pas trop d'habitude, mais tout l'article m'a un petit peu interpellé aussi du fait de cette hiérarchie qui est faite entre le Citizens Theatre, que l'auteur de l'article ici met sur un piédestal, et puis Cheek by Jowl, qui est considéré comme une version un peu au rabais, moins bien, moins intéressante. Ça m'a un petit peu interpellé parce qu'il se trouve que j'ai vu une représentation de Cheek by Jowl dans les années 90 à Oxford, et que j'avais beaucoup aimé en fait. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite quand j'ai passé l'agrégation, il y avait Hamlet au programme, c'était en 1997, il n'y a pas de mystère là-dessus. Oui, je ne suis pas très jeune. Quand j'ai passé l'agrég, il y avait Hamlet au programme en 96-97. C'était Anne Le Cercle, qui est une très grande spécialiste, excellente, passionnante de Shakespeare, qui nous faisait le cours. Et elle avait cité à plusieurs reprises les représentations ou l'esthétique de Cheek by Jowl comme étant extrêmement novatrice, et elle trouvait ça très très bien. Donc c'est amusant de voir que dans un article publié en 2014,
Chick Barijal est quand même décrit comme une forme quand même très, très inférieure finalement de théâtre. C'est aussi assez intéressant de voir que l'auteur ici de l'article, il prend le risque de hiérarchiser des œuvres, ce qui n'est pas quelque chose qu'on a forcément beaucoup l'habitude de faire dans le contexte français. On est toujours quand même dans une sorte d'analyse qui prétend être objective, universelle, universalisante, etc. Et généralement, le discours de la hiérarchisation, de la valorisation, de la dévalorisation, c'est celui de la critique littéraire, on va dire, dans les journaux littéraires, etc., dans les blogs, tout ça. Mais ici, on voit qu'il y a une critique universitaire qui est aussi une critique qui discrimine, qui hiérarchise, qui dit tel type de représentations sont plus intéressantes que telle autre. Donc là, voilà, c'est aussi à méditer. Bon, je referme la double parenthèse à la fois un peu autobiographique et puis plus générale sur les écoles interprétatives ou herméneutiques, peu importe. Je pense que cette double parenthèse m'aura encore un peu plus fatigué et rendu un peu plus incapable encore de traduire ou d'improviser une traduction. Bon, si c'est trop catastrophique, I'll call it a day. More recently, however, plus récemment, toutefois, a return to the practice of cross-gender casting in Shakespeare has taken place. Alors, on a assisté à peut-être, parce que a return, le problème c'est que a return to the practice of bla 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 has taken place. Le sujet risque d'être trop long par rapport à ces produits. À moins qu'on fasse il s'est produit un retour vers, mais je sais pas. On a assisté à, moi je mettrais plutôt, on a assisté à un retour à la pratique des distributions. Alors attention, hein, casting c'est bien les distributions, même si on dit casting parfois en français, évitez ça. Quand on peut éviter le franglais, on doit éviter le franglais. C'est une règle qui demeure, hein, que vous avez vu pendant vos 3 années de licence et qui se perpétue en master. On n'a pas changé les règles soudainement. Dès qu'on peut éviter le franglais, il faut éviter le franglais. Donc casting, distribution. Donc on a assisté à un retour ou à une recrudescence peut-être de la pratique ou des pratiques de distribution. Et attention, cross-gender, c'est pas mixte, au contraire, cross-gender, ça veut dire que on fait jouer les femmes par des hommes, hein, ici, dans le cas de Shakespeare, en revenant à une historicisation des pratiques. C'est tout le sujet de l'article. Il interroge cette question-là, le fait que les rôles de femmes étaient joués par des adolescents ou par des jeunes hommes, et donc du coup il y avait toute une homo-éroticisation des représentations théâtrales, peu importe. Donc ici on a assisté, ou on assiste, donc depuis quelque temps, peut-être plutôt que plus récemment, depuis quelque temps toutefois, on assiste à une recrudescence ou à un retour aux pratiques de distribution transgenre, hein, donc cross-gender, transgenre dans Shakespeare. Challenging our modern sensibilities, ce qui remet en cause, attention là c'est pareil, challenge, vous évitez challenge en français bien entendu, mais ça je crois que personne ne l'a fait, ce qui est un défi, mais on va dire l'automatisme qui consiste à se dire ok challenge, j'évite le franglais donc je traduis par défi, ça marche pas toujours. Ici c'est plutôt remettre en cause. Ce qui remet en cause notre sensibilité moderne, nos sensibilités modernes, contemporaines, especially in regard to staging erotic possibility, notamment en ce qui concerne la représentation des potentialités érotiques, peut-être, sexual identity, l'identité sexuelle, and gender fluidity. Et là, bon, pour avoir regardé vite fait vos copies, la plupart d'entre vous ont dit la fluidité de genre, et je ne vois pas très bien comment le traduire autrement. C'est une conceptualisation un peu neuve, bon, on peut risquer quelque chose d'inhabituel. As I argue elsewhere, comme je le dis ailleurs, ou comme je l'ai démontré ailleurs, et je crois que c'est un peu curieux d'avoir du français avec démontre ici, comme je le démontre ailleurs, ou comme je le démontre dans un autre article, hein, peut-être, hein, si on veut peut-être étoffer elsewhere. Comme je l'ai démontré ou comme je le démontre dans un autre article, this movement began in the 1970s at the Citizens Theatre in Glasgow SIDS. Ce mouvement a commencé dans les années 70 avec le Citizens Theatre de Glasgow, également surnommé SIDS, et donc là bien sûr il ne faut franciser ni Citizens Theatre ni SIDS, c'est des noms de compagnies théâtrales, voilà, c'est comme des noms de marques en quelque sorte, on ne va pas le changer. Le Théâtre du Soleil, si vous traduisez un article en anglais dans lequel il y a Théâtre du Soleil, ça sera Ariane Mnouchkins Théâtre du Soleil en anglais. Which reintroduced cross-gender casting, qui a remis au goût du jour peut-être, reintroduced parce que on réintroduit des ours, des animaux, des loups, je sais pas, enfin des koalas dans les forêts dévastées par les incendies, enfin, on ne réintroduit pas des pratiques, hein, donc on ne réintroduit pas la distribution, ça va pas. Qui a remis au goût du jour, moi je mettrais,
la distribution transgenre as one of several radical aesthetics of performance, parmi un éventail, peut-être parmi un éventail, je suis pas très content de ça, hein, c'est vraiment de l'improviser, parmi un éventail de pratiques esthétiques radicales in an all-male production of Hamlet, lors d'une représentation, et là c'est pareil, pas production, hein, lors d'une représentation de Hamlet, alors comment on dirait all-male production, lors d'une représentation de Hamlet, on va être obligé d'étoffer. En tout cas, là, en improvisant, je ne vois pas tellement d'autres solutions que... Parce qu'on ne peut pas dire 100% mec, ou 100% mâle, ou 100% homme, enfin c'est pas possible. Entièrement masculine, une représentation. Mais si on dit une représentation entièrement masculine de Hamlet, ça peut vouloir dire que c'est virilisant, masculiniste, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que des hommes sur le plateau. Si on dit une représentation entièrement masculine, il y a une ambiguïté en tout cas en français. Je ne suis pas sûr qu'un lecteur français, ou même je suis sûr, allez je prends des risques, je suis sûr qu'un lecteur, une lectrice française qui dirait une représentation entièrement masculine de Hamlet comprendrait que ça veut dire qu'il n'y a que des acteurs, et qu'il n'y a pas d'actrices. Donc une représentation de Hamlet jouée entièrement par des acteurs, c'est vrai qu'est-ce qu'on précise des acteurs masculins, joués entièrement par des hommes, peut-être. Joués entièrement par des hommes. Entre parenthèses, Giles Abigail, 1970, pardon. Throughout the 1970s, au cours des années 70, le CIDS, ou le Citizens Theatre, a mis en scène de nombreuses représentations transgenres de pièces de Shakespeare, which I argue elsewhere were performed frequently within the context of the gay liberation movement, qui s'inscrivent, ou qui s'inscrivaient, on va essayer de garder le temps quand même, de ne pas faire un contresens de temps, qui s'inscrivaient, ainsi que je l'ai démontré ailleurs, ainsi que je l'ai démontré dans un autre article, qui s'inscrivaient souvent dans le contexte du mouvement de libération des homosexuels, éventuellement, ou du mouvement pour les libertés homosexuels ou les libertés gays, le mouvement de libération gay était possible aussi. Certains d'entre vous sont allés se compliquer la vie pas mal pour traduire gay liberation, mais bon. A few years later in 1991, quelques années plus tard, en 1991, alors la troupe de théâtre Cheek by Jowl, alors Declan Donnellan's, toujours ce problème du génitif en anglais, qui est bien pratique en anglais, mais en français on ne peut pas faire pareil bien sûr. La troupe de théâtre Cheek by Jowl, dirigée par Declan Donnellan, on n'a pas tellement d'autre choix que d'étoffer, presented an all-male As You Like It, proposa peut-être une version de As You Like It, alors une version de Comme il vous plaira, d'ailleurs en revanche il faut traduire les titres de pièces de Shakespeare quand elles ont un équivalent connu. Donc je sais plus ce que je disais, oui, la troupe de théâtre machin chose proposa une représentation de Comme il vous plaira, entièrement jouée par des hommes, qui, comment on pourrait dire ça, non, je vérifiais parce que je vais balancer cette vidéo totalement brute de décoffrage et je vais essayer de ne pas dépasser une demi-heure quand même parce que c'est déjà assez saoulant comme ça. Pas que pour moi, pour vous surtout, j'en ai peur. Donc, je disais quoi ? Une représentation de Comme il vous plaira qui avait en commun avec le Citizens Theatre un intérêt pour la culture gay, parce qu'après tout, je crois qu'en français, justement, on dit gay pour les hommes uniquement, donc le gay male culture est un peu bizarre si on le traduit littéralement par la culture gay masculine, pour la culture gay, mais qui but approached cross-gender performance in an entirely different way, mais dont l'esthétique était, je pense que je vais traduire performance par esthétique ici, mais dont l'esthétique transgenre était tout à fait différente, as performative certainly, tout aussi efficace certainement, but lacking the glamour and flamboyance of the Cits, mais sans le, alors est-ce qu'on va garder glamour, sans le glamour et la truculence peut-être, flamboyance, parce que la flamboyance, je crois pas que ça existe en français, sans le glamour et la truculence du Citizens Theatre. Bon, j'ai un peu hésité, tout ça, mais enfin, j'espère que vous,
en regardant ça avec le texte d'origine, avec ce que vous avez fait comme travail, avec ce que, éventuellement, à un moment donné, et même eventually, c'est-à-dire, je vais finir par, et non pas éventuellement, que je vais finir par corriger de vos travaux. J'espère que vous retrouverez quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. L'un d'entre vous m'avait dit que c'était pas mal, que j'ai fait un fichier audio pour le précédent cours, que c'était quand même moins sec, on comprenait mieux ce qui se passait que avec un document texte un peu plus sec. Voilà, à bientôt. En tout cas, on se parle, on se tient au courant et portez-vous bien, confinez-vous et essayons de tenir le coup moralement. Goodbye.